Ouais, en fait, c'est ça. Ça fait comme émerger des choses que je pouvais voir là-bas, chez les autres, chez les méchants. Moi, j'étais pas un méchant, j'étais un gentil. Non, t'étais pas un gentil. Tu n'es pas un gentil, Nicolas. Tu es un humain. Et il y a tout dedans. Le pire aussi. Salut à toi et bienvenue dans ce moment pas comme les autres. Je m'appelle Mathieu Play, je suis psychopraticien, artiste, passionné par l'humain et ses fonctionnements, créatif, conférencier et plein d'autres choses encore. Mais aujourd'hui, c'est avec une nouvelle casquette que je me présente à toi. En effet, d'ici quelques semaines, je vais devenir papa pour la première fois de ma vie. Ce qui fait de moi ce que j'appelle un papa Schrödinger, c'est-à-dire un papa pas papa, mais déjà un peu papa quand même. Bref, je profite de ce moment charnière, unique, où beaucoup d'aspects de ma vie sont remis en perspective pour explorer ce qui se passe en moi. J'ai des milliers de questions, d'incertitudes, d'élan, d'émotions, d'appréhensions qui explosent façon feu d'artifice dans un vertige délicieux. C'est pour cela que j'ai décidé d'inviter des personnes expérimentées et sensibles pour partager ce moment avec eux et avec toi. Bienvenue dans mes questions de Papa Schrödinger à Carole Pirotte et Nicolas Souchal. Salut à vous deux, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Salut Mathieu, oui, Salut. merci. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir et pour commencer, j'aimerais vous demander de me partager spontanément deux mots. Un premier mot qui dirait votre météo intérieure, le premier mot qui vous vient maintenant. Curiosité. Un peu speed. Et un deuxième mot pour exprimer où vous avez été touché par mon invitation de Papa Schrödinger. Où ça a tapé chez vous. Moi, dans mon cœur, direct. Oui, moi aussi, dans mon cœur et dans l'enthousiasme de partager mon expérience. Trop chouette. Ok, j'ai un autre petit jeu. Pour aider celles et ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous vous présentiez l'un l'autre. Donc Nicolas, est-ce que tu veux bien nous présenter Carole, s'il te plaît ? Alors, Carole est ma bien-aimée. Carole, c'est une chercheuse. C'est une chercheuse des mondes subtils, des mondes intérieurs. Carole est maman de 2 filles. Voilà, Mila et Chloé, pour les nommer, qui sont maintenant des adolescentes, déjà avancées dans leur adolescence. Qu'est-ce que je peux dire de toi, Carole, encore ? Que tu es une amoureuse de la vie, que tu aimes goûter le vivant, et que tu es toi aussi cet été, à quelques semaines là, d'une transition, comme toi, Mathieu. Voilà ce que je peux dire pour commencer. Ok. Trop chouette. Merci Nicolas. Et du coup, Carole, toi qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, est-ce que tu voudrais bien nous présenter Nicolas qui apparaît ici pour la première fois ? Oui, avec joie. Alors, je dirais que Nicolas, c'est un homme d'abord, comme on observe, mais c'est vraiment quelqu'un qui incarne vraiment le masculin. Voilà, dans le sens de la vision, dans le sens de la verticalité, l'intégrité. Et donc, il officie un métier qui est celui de thérapeute, d'accompagnant de personnes sur leur chemin. Et voilà, il est aussi chercheur et en quête de créer des synergies entre des personnes de co-soutien, de coévolution, et il co-crée avec sa chérie tendre un canal Instagram où il parle de couple avec elle. Voilà. Super. Mais c'est vrai que cette invitation, elle m'est venue non seulement parce que les échanges avec toi, Carole, ont toujours été d'une très grande fluidité et d'une très grande pertinence à mon goût, que j'aime beaucoup ta couleur, et puis que j'avais déjà entendu parler de Nicolas et parler Nicolas dans d'autres interviews que vous avez faites séparément et ensemble. Et donc, du coup, je suis ravi de t'accueillir, Nicolas, vraiment aujourd'hui, pour parler de ce thème de la parentalité. Mais avant tout, j'aimerais juste, parce que je me suis présenté, vous vous êtes présenté, mais j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier sincèrement mon acolyte de bateau pirate qui sera à la technique durant tout cet échange, et j'ai nommé Gaëtan. Voilà, je voulais le faire vraiment parce que c'est pas anecdotique. J'en reviens à vous et je vais poser mes premières questions de Papa Schrödinger en vous tutoyant de manière à ce que chacun puisse recevoir cette question pour lui, dans son ressenti,
dans sa subjectivité et dans sa couleur propre. Ça vous va? Très bien. Trop chouette. Quelle serait la première chose que tu auras envie de dire au papa Schrödinger que je suis? Tout va bien se passer. Moi, je dirais, waouh, quelle aventure dans laquelle tu t'embarques. Quel serait le conseil numéro 1 que tu donnerais au papa Schrödinger que je suis? Moi, je dirais que en tant que papa Schrödinger, aussi bien dans cette phase avant avoir bébé entre vos bras et après, c'est de te rappeler encore et encore la place essentielle que tu occupes dans ce trio, et que bien qu'il va y avoir tellement de moments où tu vas avoir l'impression que tu es de trop, de te rappeler que tu n'es pas de trop et que ta présence et ton énergie d'homme sont requises et importantes. Je te remercie beaucoup, ça tombe vraiment très bien aujourd'hui pour moi d'entendre ça. Je vous remercie pour l'accueil que vous faites justement au fait de faire un petit peu de la place, parce que c'est un moment que beaucoup de gens connaissent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu... moi j'ai décidé de lui donner un nom à ce moment-là, mais on le vit qu'une seule fois. Si j'avais d'autres enfants, je serais un double papa Schrödinger, mais j'aurais déjà vécu ce passage qui consiste à passer de son existence simple à quelque chose de vraiment différent, qui change absolument toute la structure sur laquelle j'arrive à m'appuyer pour l'instant de façon assez stable et assez joyeuse. Et donc du coup, il y a vraiment une appréhension que tout ça parte en éclat, et en même temps une impatience très forte du fait de vivre cette expérience. Donc voilà, je suis dans ce moment particulier que je suis vraiment heureux de partager ça avec vous, et je me dis, il y a plein de gens pour qui c'est arrivé, ou alors c'est en train d'arriver, ou alors ça arrivera. Et je suis content qu'on puisse donner un nom à ce moment-là, tu vois. Je sais pas si je suis clair sur ce que j'exprime. Oui, très clair. Même s'il n'y a pas de question, je me permets juste d'évoquer le fait que pour nous les hommes, c'est particulier de devenir papa parce qu'on porte pas un bébé dans notre ventre. Et du coup, on sent pas comme la maman la présence de ce bébé physiquement. Et du coup, ça met plus de temps pour l'homme pour devenir papa. Et les 9 premiers mois, c'est quelque chose de très schrödingerien. C'est-à-dire que ça va, ça vient, en fait. Et puis, même après la naissance, on n'est pas aussi lié physiquement que la maman l'est avec le bébé. Du coup, ça prend encore du temps. Donc, ça prend beaucoup de temps, en fait, pour devenir papa. Et c'est normal, en fait. Il y a juste besoin de patience, de présence et de faire confiance à la vie. Elle est bien faite. Ça fait quelques milliards d'années que ça s'occupe assez bien des choses. Et j'ai envie Merci de à rajouter, vous. Vas-y. Maintenant, j'avais t'en juste prie. envie de dire, et de persévérance, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi un moment de découragement ou de lassitude ou de saoulement, et de dire bon, ok, c'est bon, je me détourne de la diade et je m'en vais dans mon travail, je m'en vais faire autre chose parce que je me sens pas dans ma place, requis, etc. Et que non, tenez bon, tiens bon, Mathieu, surtout dans ces moments-là. Eh ben, j'ai vraiment, je sais pas comment dire, énergétiquement, je dirais que je ressens les réponses que vous me faites comme si vous me parliez personnellement, et comme si vous parliez en même temps à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger en même temps. Alors là, plutôt les papas dans la réponse en question, mais c'est comme si vous étiez branchés à un endroit que j'aime beaucoup. Ça commence directement à cet endroit-là, et c'est exactement ce que je voulais provoquer comme échange, un échange qui vise cet endroit-là pour tout le monde. Du coup, merci. Je suis trop content. Est-ce que le conseil que vous m'avez donné, est-ce que tu l'aurais donné au papa ou à la maman Schrödinger que tu as été? Est-ce que c'est un conseil qui t'a manqué? Toi, ton conseil, c'était de persévérer et de...
de savoir qu'il a une place en fait Ah oui. et Non, moi, en tout cas, le conseil de Carole, moi, je sens pas qu'il me parle trop. Moi, je me sentais un papa très investi et je me suis pas senti genre évincé du tout. Euh, et moi, j'ai pas directement répondu à cette question tout à l'heure, mais moi, ce que j'aurais dit, c'est probablement l'opposé en fait, qui est complémentaire de Carole. J'aurais plutôt dit peut-être on peut avoir des fois le sentiment de pas faire assez, que justement on est beaucoup sollicité en fait en tant que papa. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et et du coup, juste comme d'être rassuré sur le fait que à un endroit, oui, c'est jamais assez, et oui, c'est bien comme c'est. Enfin, on fait de toute façon du mieux qu'on peut avec les 24 heures par jour que l'on a. Et ouais, moi, je pense que ça m'aurait fait du bien d'être rassuré, en fait, qu'on me dise ce que tu fais, c'est bien, en fait. Ça va, c'est assez, en fait. Ouais, ça m'aurait fait du bien. Ok. Oui, j'ai l'impression qu'il y a dans vos conseils, en fait, le, la place qu'on vous a laissée ou la place. En fait, c'est prendre sa place, là, le sujet, sur les deux réponses. Et c'est vrai que c'est quelque chose, bah, c'est de l'inconnu, cette place-là. Donc, la prendre, c'est comme. Alors, le parallèle a ses limites, je me rends compte. Mais c'est comme commencer un boulot qu'on n'a jamais fait. On se sent pas encore crédible dedans. Donc Mm. du coup, on a besoin que les autres soient là pour nous rassurer sur le fait que bon, on est bien ce qui est marqué sur la petite étiquette là qu'on a sur le. Il y a un truc un peu comme ça. Moi, je crois que je me sens calme à cet endroit-là pour l'instant, mais on verra. Il y aura peut-être des alarmes qui vont se déclencher plus tard. J'aurais une petite question. Donc, toujours, je continue sur le tutoiement. C'est pas trop bizarre de poser des questions en tu alors que vous êtes deux. C'est bon pour vous? Non, ça va. Super. Je voulais savoir, quand tu poses ton attention sur le papa ou la maman Schrödinger que tu as été, qu'est-ce que tu ressens? La panique. Hmm. Moi, c'était je vais jamais y arriver, je suis engagé dans déjà plein de projets, c'est trop tôt, je suis pas prêt, je vais pas y arriver. Un truc comme ça. Ok. Moi, je vois que ça dépend vraiment des deux grossesses que j'ai eues, mais si on se tient vraiment à cette notion de Schrödinger pour la première fois, donc pour mon aîné, il y avait quelque chose de l'ordre comme d'une évidence et à la fois quelque chose d'assez solitaire par comment ça se passait avec le futur papa de ma fille, de mes filles. Donc, ouais, un mélange comme de grâce et de un peu de solitude. Ok. Qu'est-ce que ce papa ou cette maman Schrödinger pourrait dire aux parents que tu es devenu aujourd'hui? Mm. J'ai pas bien compris. Toi, à l'époque, qu'est-ce que tu pourrais dire à toi aujourd'hui? Ah, ça fait bugger mon cerveau. Ah oui, dans Toi, l'autre sens, ça marche. tu arrives En gros, si tu arrives à te spécialiste connecter de ça, de me faire des questions qui me font sauter ma cervelle. Bah, c'est ça, après on est ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Non, du coup, c'est simplement si tu te branches sur la maman Schrödinger que tu étais, là tu ressens l'évidence qui était la sienne, et si jamais celle qui ressent l'évidence, elle levait la tête et elle voulait juste, elle croisait ton regard, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire? Ah, ok, d'accord. C'est vraiment quelque chose de la connexion au sacré, à la magie, au divin. Tu vois, comme souviens-toi, souviens-toi de cette magie et que tu as porté la vie. Et moi, ouais, je crois que ce sera un truc genre rassure-moi, est-ce que je vais y arriver? Dis-moi que je vais y arriver. Dis-moi que tout va bien se passer. Un truc dans le genre. Hmm. Merci pour ces partages. Je pense que c'est des, c'est des endroits précis de qui on est, c'est des endroits d'être intenses. Et ouais, je suis touché par le fait que vous les partagiez. Et du coup, justement, il y a un endroit où c'est vraiment précisément qu'est-ce que tu t'es dit
quand tu as vu ton enfant pour la première fois? Est-ce qu'il y avait une voix ou est-ce qu'il n'y a pas de voix dans ces moments-là? Parce que tout est tellement intense qu'il n'y a plus de voix. Ça fait tout exploser, comme tu disais, Carole. Ah, pour moi, clairement, hein, c'est vraiment pas de voix. Oui, il n'y a pas trop de pensée. Pour moi, c'était un moment assez intense parce que mon fils, quand il est né, c'était compliqué. La naissance a été compliquée. Il était entre la vie et la mort pendant un certain nombre de minutes. Et j'étais tout près de lui. Je n'ai pas lâché la main. Et il n'y avait pas le temps d'avoir des pensées, ou il n'y avait pas trop, quoi. C'était plutôt la présence intense et engagée dans le lien. Et beaucoup d'émerveillement. Genre, la pensée, c'est genre, waouh, c'est juste un truc de ouf, la vie. Si la pensée, c'est waouh, la vie, la mort, c'est juste, je veux pas te faire peur, Mathieu, mais voilà, j'ai senti en fait la préciosité de la vie, le fait que la vie et la mort, c'est juste un fil en fait, quoi. C'est vraiment un truc de funambule et on peut vraiment basculer de l'autre côté comme ça. Et ouais, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'était pas vraiment une pensée, c'était une prise de conscience cellulaire. Ouais. Ça se passe dans le ventre à ce moment-là pour toi? Ouais, quelque chose comme ça, ouais, dans le ventre, dans le système nerveux, c'est un peu partout en même temps, quoi. Dans l'espace. Ok. Dans l'espace. Je vais faire du coup une petite précision pour toi qui nous regarde. En gros, donc nous avons là un couple, Nicolas et Carole, qui sont ensemble dans la vie et qui ont eu 2 enfants chacun de leur côté. Et donc tout à l'heure, on échangeait en off. Nicolas a 2 garçons et Carole a 2 filles. Non, moi Et j'ai un garçon et une fille. un garçon et une fille, pardon. Excuse-moi. Et donc du coup, je veux bien justement que vous fassiez un petit peu tout à l'heure ce que vous m'aviez fait, donc dans le sens où les âges, etc. Comment ça se... Et les prénoms aussi, si jamais vous voulez bien nous les partager. Oui, oui, bien sûr. Donc moi, mon aînée s'appelle Mila, elle a 16 ans. Après, j'ai Chloé de 14 ans, elle se suit de 18 mois. Et moi, j'ai un fils, mon aîné, Maël, qui a 13 ans, et sa sœur, Adèle, qui a 10 ans. Ok, super. Oui, c'est vrai que si on n'a pas fait ce point au départ, on a loupé un petit peu quelque chose de l'ordre de ah oui, ok, donc on est dans cette situation-là. Très bien. Ceci étant fait, quelle a été ta plus grosse surprise en devenant parent? Qu'est-ce que tu t'étais pas imaginé qu'un parent, ça pouvait vivre? C'est pas obligatoirement dans les premiers jours, mais peut-être dans les premières années de vie de cet enfant. C'est difficile de mettre des mots, mais je sens quelque chose autour de... En fait, un enfant, c'est tout le temps là, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de... Une fois qu'il est là, il est tout le temps là, présent. Alors c'est surtout vrai, pour le coup, pour moi, ça a été surtout vrai tant que j'étais avec sa maman, leur maman. Depuis qu'on est séparés avec leur maman et que du coup, je les ai en garde alternée une semaine sur deux, la semaine où je suis pas avec eux, il y a plein de moments où je me sens pas connecté à eux parce que je suis avec Carole, je suis avec ses filles éventuellement, mais voilà, je suis moins présent avec eux. Mais pour toutes les premières années, voilà, c'est quelque chose de l'ordre de waouh, ça prend plein de place, ça change tout en fait, ça change complètement tout à la vie. Et ouais, c'est joyeux, intense, c'est plein de choses en fait. En fait, avoir un enfant, s'engager dans la parentalité, devenir père, pour moi, c'est une grande aventure en fait. C'est vraiment la grande aventure. C'est vraiment quelque chose d'audacieux, de courageux, qui ouvre le cœur, qui fait aimer, mais aussi ça fait tout un tas d'autres émotions qui sont parfois difficiles. Ça fait émerger plein de choses de nos histoires respectives. Et tout ça, c'est vivre, quoi. C'est vivre intensément. Ça, c'est sûr que quand je serai sur mon lit de mort, je serai fier d'avoir osé devenir parent. Mais vivre cette aventure incroyable. Ok.
Moi, de mon côté, je vois que il y a comme deux pendants, en fait. Un où c'est plus au fil du temps. Tu vois, il y a des... On se dit souvent, genre, que l'amour maternel, c'est genre, on voit son enfant et tout de suite, tout son amour, nanani, est là, infini et chanani. Et en fait, je le dis parce que même si c'est pas facile du tout à le dire dans le monde, en fait, mais c'est une réalité et je veux le dire pour les femmes qui peuvent vivre ça. Parfois, ce qui a été mon cas, c'est que ça a mis du temps, en fait, pour vraiment tisser ce lien profond d'amour infini, en fait. Au début, comme disait Nicolas, ça fait aussi émerger tout un tas de choses de notre histoire. En fait, c'est vraiment, on se prend notre histoire dans la gueule, en fait, pardon mon français, mais ce qui fait que si on a du trauma dans les pattes, si on a de la sidération, de la dissociation, bon, tout ça c'est un peu des termes psychologiques, mais si on n'est pas vraiment là parce que c'est trop intense ou trop dur, ça peut être confrontant et difficile, en fait. Donc à la fois c'est comme waouh, voir que je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ressurgir ça et de me voir comme être cette mère qui sur le papier en fait c'était la mère parfaite en fait, vraiment je suis genre mais quelle maman magnifique, mais dans mon cœur le fait que ce lien se fasse pas de manière aussi instantanée comme j'aurais rêvé et comme les films te montrent, du coup, c'est une vraie douleur. Et ça m'a beaucoup impacté au fil du temps. Et vraiment, je le nomme, encore une fois, c'est pas facile. Mais je trouve que c'est important de porter ce témoignage parce que il est pas si rare que ça, en fait. Et donc, le fait de se dire, waouh, ça me confronte à moi, mais à la fois, c'est comme, il y a aussi comme cette force qui nous lie d'amour, bien que parfois elles soient pas tout à fait conscientes. Et ce qui fait que, du coup, pour moi, j'aurais jamais entrepris tout le travail spirituel, intérieur, psychologique que j'ai entrepris si j'avais pas eu mes filles. Donc aujourd'hui, je suis devenue la femme que je suis et jour après jour, je m'aime de plus en plus. Aussi parce que je suis devenue mère et que j'ai pu vivre cette aventure, y compris dans les espaces où je ne me sentais pas. Merci beaucoup pour ces réponses. Je suis très touché. J'ai une nouvelle question pour vous. Je voudrais savoir, dans ce moment particulier justement où vous passez de, vous avez votre vie seulement à gérer au fait qu'il y a une nouvelle vie qui arrive, est-ce que vous avez à ce moment-là eu l'impression de renoncer à quelque chose et si oui, quoi? Oui, pendant quelques temps, tu renonces au cinéma, au théâtre, au restaurant. Non, je plaisante un petit peu, mais c'est très concret. C'est vrai qu'il y a toute une partie logistique au début, notamment où tu renonces un petit peu à ça. Mais ta question, elle me rejoint plus à un niveau plus profond. Ce que ça a fait émerger en tout premier, c'est intéressant, mais ça parle de moi de manière plus globale. C'est cette question de la réalisation personnelle dans le monde. C'est pas de renoncer à ça, mais ça vient appuyer à cet endroit-là de t'as encore un petit peu moins de temps pour travailler. Enfin, pour moi, mon travail, c'est pas un travail, c'est un engagement au service du monde et une quête. Et du coup, il y a comme le fait d'avoir des enfants, ça détourne un peu l'attention de soi-disant je vais aider le monde, mais en réalité avec les années c'est ça qui est aussi beau, mais qui demande du temps et des renoncements justement, c'est de réaliser que en fait on se réalise aussi à travers le fait des relations en fait que l'on a avec les êtres les plus proches de nous, notamment nos enfants. Et du coup il s'agit pas tant de sauver le monde comme j'ai beaucoup l'aspiration à le faire, bien sûr, à ma propre mesure, mais plutôt de vivre la vie, en fait, et de vivre en lien et d'aimer. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, renoncer un peu à accomplir quelque chose out there, là-bas, au loin, et plutôt d'être là, plus proche. Ok. Alors, je vais pas être super drôle pour le coup, Mathieu, tu vas te dire, ah là là, j'aurais dû prendre une nana plus drôle pour interviewer pour mes questions, je serais une gars. Mais bon, tu verras ce que tu en fais, mais
je me rends compte que en écoutant ta question, qu'est-ce que j'ai pu renoncer? Je crois que quand je suis devenue maman, je suis vraiment rentrée dans cette espèce de bulle, je pense qui est assez collective d'une certaine frange de la population, notamment les gens qui s'informent sur la parentalité, etc. Et je suis rentrée dans la bulle de la parentalité positive, on va dire, pour mettre un mot dessus. Et ce qui veut dire que, comme j'ai dit, j'avais un passé qui est le mien, dont je vais absolument pas détailler ici, mais qui faisait que c'est pas forcément les côtés uniquement lumineux que j'ai pris de ce devenir mère, mais je suis devenue une mère surinvestie en fait aussi d'un côté. Donc à quoi j'ai renoncé en devenant mère? À Carole en fait. J'ai renoncé à Carole, à c'est quoi mes désirs, c'est quoi ce dont j'ai besoin, c'est quoi mon temps, c'est quoi... Je suis devenue mère, point à la ligne. Et encore épouse pour faire à manger, tout ce qu'il fallait, etc. Et donc, ouais, pour moi, ça a été un grand biais en fait que j'ai pris en me disant, voilà, je me suis engouffrée là-dedans. J'étais dans une époque de grande crise dans ma vie, donc je savais pas qui j'étais. Donc super, je suis quelqu'un, je suis une maman. Ça donne sens en fait, c'est très clair. Et du coup, voilà, c'était assez catégorique, j'ai envie de dire, pour ma part. Ok, merci. Il n'y a pas de... je dis ça souvent dans les échanges qu'on a. Pour moi, il n'y a pas de réponse attendue Donc, je suis content qu'on puisse aborder justement les aspects un peu plus rugueux de la chose pour l'expérience que tu en as. Et merci de partager ça, c'est super chouette. J'ai l'impression que d'ailleurs, on pourrait faire une sorte de trait d'union entre vos deux réponses dans le fait de s'engouffrer dans plus grand que soi. Puisque sauver le monde, c'est s'engouffrer dans plus grand que soi et revenir dans l'essentiel parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours là, c'est aussi être dans plus grand que soi d'une autre manière. Et puis se perdre Carole pour devenir mère, c'est aussi quelque part, bizarrement, c'est à la fois réduire son monde et l'augmenter. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. À un endroit, oui, mais que ce se fasse au détriment de l'être, c'est pas OK. Surtout que c'est de l'être et du couple. Donc, à cet endroit-là, je pense que l'analogie arrive un peu à sa limite, quoi. Mais on peut voir le positif aussi, hein, mais c'est pas quelque chose que moi je conseillerais avec du recul. Pour le coup, tu vois, de qu'est-ce que je dirais à la Carole qui devient maman, c'est juste rappelle-toi que tu t'appelles Carole en fait et que tu restes Carole et garde ça en tête. Ouais. Et moi, j'ai Oui. juste envie d'ajouter que à cet endroit-là, je crois que c'est vraiment aussi la question de l'alliance en fait du couple parental qui est posée. Et, euh, et bien sûr que la maman qui est notamment dans la fusion avec le bébé pendant la grossesse d'une part, et bien sûr aussi dans les premiers mois, voire les premières années, pardon, euh, elle a besoin que l'homme soit là, le père soit là, pour prendre le relais et pour lui permettre de respirer et de continuer d'exister en tant que personne, en fait, et pas juste être une fonction maternelle. Et pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Et je crois que nous, les hommes, les papas, on a vraiment notre place à prendre là pour permettre cette triangulation, amener cette séparation saine, enfin, ou cette différenciation plus exactement entre la mère et l'enfant et de permettre à maman d'aller juste faire une marche dans la nature si elle en a besoin ou d'aller avec ses copines et enfin tout un tas de choses qui sont banales qu'on peut entendre ici et là mais c'est très concret en fait, c'est très très concret. Comment je peux avoir du temps en tant que maman juste pour je me rappelle les premières semaines tu prends ta douche à 15h, normalement tu prends ta douche le matin à 7h du mat, mais là la première douche tu la prends à 15h parce que il y a 1000 trucs à faire pendant les premiers jours et juste j'ai pas le temps pour respirer, pour vivre quoi. Et ça peut durer quelques années. Ok. J'ai l'impression que dans ce que j'ai dit précédemment, là, l'élargissement,
En fait, j'essayais pas de mettre quelque chose de positif, j'essayais de nommer une sorte de besoin qu'on peut avoir qui peut être soit mu par le cœur, soit par le désœuvrement d'une certaine façon. C'est-à-dire, Mhm. est-ce que t'as perdu, je reviens vers toi, Carole, je suis désolé, Nicolas, mais Mhm. est-ce que la Carole qui est devenue mère, elle s'est perdue à un endroit où, en fait, elle était en train d'éclore, ou est-ce qu'elle s'est perdue à un endroit où c'était plus confortable pour elle de se perdre? Exactement. C'était très pratique et Hmm. confortable. Et je pense qu'en sauvant le monde, on peut arriver exactement au même résultat. On peut aussi se perdre là-dedans. Euh, Mm. on- il y a vraiment une notion. Ce mot-là de fusion, il est capital en fait. Il reste capital pour les adultes, en tout cas que je croise, et pour moi aussi. Ce mot de fusion là et de confusion et le fait de se distinguer, de s'individuer et tout, c'est un sujet. Je sais pas si j'aurai toute ma vie pour en faire le tour. C'est impossible de vivre ça, je sais pas comment dire, d'avoir traité le sujet, j'ai l'impression. On est, on est jugé parti tout le temps, donc on est confondu en fusion avec tout ce qu'on observe et ce qu'on essaye de regarder avec du recul. Et donc peu importe ce qu'on est en train d'en dire, on est en train de parler aussi de la fusion et de l'identification qu'on a à ces choses-là. Peu importe si on est sage ou pas, j'ai l'impression en tout cas qu'on peut être que perdu là-dedans, mais c'est mon prisme à moi. Ouais, ça résonne. Quelque chose peut-être de plus... et remarque, ça peut aller dans tous les sens, hein. Qu'est-ce que tu as appris de toi en devenant parent? Moi, ce que je propose, c'est que vous fassiez jaillir les mots qui vous viennent un peu popcorn, tu sais. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de toi? L'humilité. Hmm. Apprendre, pardon, c'est plusieurs mots, mais Hmm. apprendre à survivre sans dormir. Mm. En fait, j'ai appris que j'avais les mêmes ombres que celles que je critiquais ou que je voyais chez mes propres parents, que je les portais à l'intérieur de moi. Ouais, ça a amené de l'humilité, ça, j'ai bouclé avec ça. Du courage. Mm. De l'ancrage, de la présence. De la patience. Mm. Moi, ça m'a amené vraiment cette ouverture, en fait, cette ouverture à encore et encore du nouveau, de l'autre, en fait, vraiment s'ouvrir à l'autre-té, l'altérité. Je crois que je suis pas arrivée au bout, mais en tout cas un peu. Ça m'a réappris un petit peu à jouer. C'est quelque chose duquel j'étais déconnectée beaucoup. Ok. Ah, Je dirais de je la suis content tendresse pour aussi. toi. Ouais. Je disais de la tendresse. Ça, c'est un joli mot et c'est délicat à incarner au masculin. Il y a un truc difficile d'accès. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que oui et non. À la fois, quelque chose d'assez naturel qui se fait à travers le corps, en fait. C'est quand tu as un bébé, un petit bébé qui est là. En tout cas, pour moi, c'était assez naturel, en fait. Je me souviens de porter mes enfants en écharpe, faire du pot à pot. La tendresse, elle est là assez vite, quoi, en fait. Je me réjouis pour toi que tu aies eu cette expérience. Et je pense que pour moi aussi, quelque part. Mais il m'a fallu attendre d'avoir 40 ans pour l'envisager de cette façon, si tu veux. Donc la tendresse, elle va être naturelle à 40 ans. Hmm. J'élargis à l'humanité, toujours donc le même principe, un peu popcorn, vous laissez sortir ce qui est là. Qu'est-ce que tu as appris sur l'humanité en devenant parent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent avec ça? Ah, moi, clairement, c'est comme d'être au plus proche de comprendre la souffrance humaine, en fait, à un endroit. Comme de sentir la racine de la détresse, de la souffrance. Donc, ça a ouvert comme un endroit de compassion.
Moi, ce qui m'est venu en tout premier, c'est le fait que tout est là, que tout est à l'intérieur de chaque être humain. Est-ce que vous avez une situation? Donc la question c'est qu'est-ce que tu n'aurais jamais imaginé devoir vivre en tant que parent? Donc presque une situation concrète, une anecdote, un truc de attends, être parent, ça m'a fait vivre ça, concrètement. Ouais, moi, c'est pas très joli ce que je veux dire, mais de contacter autant justement de sombre en fait à l'intérieur de moi, de rage, de haine, de ouais, en fait c'est ça. En fait, ça fait comme émerger des choses que je pouvais voir là-bas chez les autres, chez les méchants. Moi, j'étais pas un méchant, j'étais un gentil. Non, 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 t'étais pas un gentil. Tu n'es pas un gentil, Nicolas. Tu es un humain. Et il y a tout dedans. Le pire aussi. Mm. Moi, quelque chose qui n'a rien à voir avec le registre que vient d'évoquer Nicolas, mais c'est que donc j'ai eu un premier accouchement qui a été médicalisé, bien que je voulais, et j'avais présenté un projet de naissance etc. Mais ça a été complètement mis de côté et pas du tout respecté. Et donc je suis sortie de cet accouchement qui s'est en théorie, selon le corps médical, s'est bien passé. Mais pas dans mon expérience personnelle, ni physique, ni émotionnelle, ni tout le reste. Et du coup, je me suis dit, pour ma deuxième grossesse, il est hors de question que je revive ça, qu'on revive ça. Et du coup, j'ai fait le choix de faire un accouchement à la maison. Et ça, faire face, y compris au papa de ma première fille et de ma deuxième à venir, et de tout le monde, de dire mais genre t'es folle quoi d'accoucher à la maison. J'étais pas du tout dans un environnement de gens qui faisaient ça. C'était complètement comme dingue pour les gens qui m'entouraient. Et moi j'ai pas une nature trop de m'affirmer et de aller et de faire des choix comme très positionnés, etc. Mais là il était hors de question que ça se passe autrement en fait. Et du coup de tenir bon toute la grossesse et aller au bout en sachant c'est ça qui est le plus ajusté, ça m'a permis de sentir, ok, je peux être cette femme-là aussi en fait. Et ça, c'était très joyeux et très en puissance, en pouvoir, comme diraient les Québécois. Trop chouette. Merci pour ces réponses une fois de plus. Vas-y, je t'en Je prie, voudrais Nicolas. juste compléter parce que je sais pas si on aura l'occasion d'évoquer ça dans une autre question. Mais en fait, j'ai vécu la même expérience, enfin pas la même expérience que Carole, mais pour le coup, nous, avec la maman de mes enfants, on s'est engagé dès le début pour notre premier enfant et aussi pour notre deuxième dans un accouchement à domicile. Alors nous, on était dans un environnement, pour le coup, qui était beaucoup plus, comment dire, conscient, favorable, dans un environnement d'Ordogne, avec beaucoup de gens branchés par ces approches voilà, naturelles, de santé naturelle, d'accouchement et d'éducation naturelle, etc. Et du coup, notre environnement était plutôt soutenant, bien que, évidemment, c'est pas la majorité des personnes. Et voilà, c'est juste pour mentionner que ça existe, que ça se fait, que ça peut très bien se passer. Et moi, je suis vraiment fier d'être ce papa qui a accompagné sa femme, sa compagne pour accoucher à la maison. Et bon, le premier bébé n'est pas arrivé à la maison parce qu'il a fallu, au cours du processus de l'accouchement, se rapatrier à l'hôpital. Mais notre deuxième, Adèle, est née à la maison, comme Carole a aussi eu sa deuxième à la maison. Et, bah, c'est une expérience magique de pas avoir toutes ces voilà, cet environnement médicalisé, mais d'avoir le feu de cheminée et puis d'être juste entre nous, quoi, tout de suite. C'est tellement sacré, précieux et beau. Chouette. Et c'est rigolo parce que vos deux réponses, c'est comme si ça faisait un clin d'œil à l'invité dont je sais qu'elle va venir répondre à ces questions-là, entre autres une bonne partie des questions que je vous soumets aujourd'hui, et qui n'est autre que Karine Langlois, qui se fait appeler Quantique Mama, et qui donc, elle, est à la fois québécoise, donc pour ce que tu disais juste avant, Carole, et qui pratique l'accompagnement d'accouchement
depuis très longtemps et sous différentes formes. Et en ce moment, elle est en train de le faire dans la jungle au Costa Rica. Wow. Donc, on va faire notre première interview avec quelqu'un au Costa Rica. Donc, on est content. Et donc, on est dans justement, oui, cette conscience-là de on peut renouer avec une certaine sauvagerie, n'est-ce pas, Carole? Ah, oui. Une certaine animalité qui nous est accessible dans ce genre de moment, en fait, finalement. Un retour à une animalité qui peut être gommée par la médicalisation, peut-être un peu. Moi, j'enlèverais le peut-être et le un peu, tout simplement. Oui. Ok, Oui. Et ouais, c'est j'avais trop de pas pincettes. du tout pour jeter la pierre au corps médical. On est en France, dans un pays où voilà, il y a toute une tradition médicale et une façon de voir le corps humain, le corps de la femme, la grossesse. Et c'est clair que la façon dont en France la grossesse est perçue, c'est presque comme une maladie. En fait, c'est pathologisé. Et donc on va chercher tout ce qui va pas. Et on est très attentif, etc. Et puis on essaie de prévenir les risques et d'amener du confort. Et du coup, on n'est pas du tout dans les notions de ce que ça implique d'accoucher, en fait, d'avoir un bébé, que le corps et la vie c'est si bien faire, et que bien sûr le corps médical, quelle merveille qu'il puisse être là en soutien. On n'accouche pas non plus tout seul, mais on peut. Il y a des gens qui le font, mais moi je l'aurais jamais fait toute seule parce qu'il y a une sage-femme qui vient avec son monitoring et son tout le truc. Voilà, et puis tu sais que tu es à un quart d'heure de l'hôpital et que t'es déjà enregistré à l'hôpital, c'est-à-dire que il y a, voilà, c'est pas inconscient, mais quand on se renseigne sur la question et on voit le degré de complications qu'il y a du fait d'une hospitalisation pas respectueuse, parce qu'il y a aussi des cliniques qui sont de plus en plus à l'écoute et respectueuses, mais voilà, quand on fait ça sans conscience et à la chaîne, bah, une des choses, par exemple, qui me viennent, qui pour moi est essentielle, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un bébé, il va pouvoir arriver au monde? Ben, les conditions dont la mère a besoin pour pouvoir que son système nerveux se sente en sécurité, pour pouvoir relâcher, s'ouvrir, pour que le bébé puisse sortir. En fait, elle a besoin d'obscurité et d'intimité. Qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux? En fait, on te fout des lampes partout. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Il n'y a pas d'intimité. Et donc, ça explique, je sais pas combien de pourcentage de femmes, ça a été mon cas à 2 reprises avant d'avoir Mila, qui font des faux travaux, un faux travail. Et plus je me suis renseignée, plus j'ai vu que c'est pas vraiment un faux travail, c'est que la maman arrive dans l'hôpital, soit l'urgence, et puis vite, le stress, machin, est-ce qu'on met la péridurale, et du coup le bébé il dit les gars, là c'est pas le bon environnement, la maman elle dit non, je lâche pas mon bébé là, et du coup c'est pas le bon environnement. Donc voilà, il y a tellement de choses qu'on sait en fait qui sont nécessaires, et que malheureusement les hôpitaux, tout ça, n'ont pas encore tout à fait intégré pour diverses raisons qui leur appartiennent. Je suis pas là pour juger le système médical, mais c'est vrai que voilà, il y a pas forcément les bonnes conditions pour qu'un bébé puisse naître comme il serait bon. Ouais, je te rejoins là-dessus et j'ajouterais même, tu te dis, elle a besoin de sécurité et d'intimité, c'est ça que tu as dit? C'est les 2 mots que tu as utilisés? D'obscurité. D'obscurité, pardon. Et j'ajouterais de pesanteur, parce que si jamais t'es en l'air, la pesanteur aussi, tu l'annules. Oui, mais ça c'est évident, absolument, tout à fait. Tout à fait, de pouvoir se mettre dans la position qui lui va, parce qu'il y en a, moi, ma sage-femme, elle me disait, mets-toi debout, c'était hors de question. Moi, il me fallait me mettre dans une position spécifique, parce que nos corps sont tous différents. Et du coup, effectivement, mettre les femmes allongées avec les jambes en l'air, c'est tout sauf ergonomique. Genre, on laisse pas la terre faire son boulot, quoi, de ramener le bébé avec la gravité. Du coup, oui, je peux que vous rejoindre dans vos remarques. Et je reviens au fil de mes questions, juste pour vous poser cette question un petit peu peut-être touchy. Alors vous répondez pas, vous faites absolument ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu as dû te pardonner d'avoir fait en tant que parent? Tu veux une liste? S'il y avait qu'une seule chose. C'est un truc de fou. Moi, j'ai dû et je dois continuer de me pardonner d'avoir été violent par moment. C'est la chose la plus difficile.
que je porte comme croix, de pouvoir me pardonner ça. Moi, je dirais que plus j'avance dans le fait de me sentir, de sentir les espaces de moi où je ne sens pas, et d'être consciente que quand j'ai eu mes filles, j'étais dans tellement de dissociation, tellement de non-présence à un certain endroit, qui est celui de la connexion profonde, du lien. Ouf, ça c'est hard. Bienvenue à vous deux avec ça. Ouais, si moi ça donne envie de faire ça. Séquence émotion.